je redémarre un petit peu. Il va démarrer, oui. Donc alors, comme j'ai dit, donc pour le GPQL, donc Java Persistence Query Language, donc on peut écrire des requêtes SQL, mais mixtes, hybrides, c'est-à-dire de l'SQL et du Java. Donc à la place de sélectionner from la table products avec S comme ça a été défini, eh bien on va utiliser la classe l'entité products where p.prix. Prix représente ici la propriété de la classe produit. Donc alors concrètement parlant, hop, donc je lance mes services, donc je lance l'interface PHP MyAdmin et je vais voir. Donc alors ici, bon, product, ici vous n'avez pas produit, ça c'était dans le, j'ai donné formation sur Struts, je pense. Donc alors, donc peu importe, hein, donc je vais sur l'entité par exemple, donc utilisateur, ça c'est la classe utilisateur, et ça c'est la table utilisateur avec S. Là vous avez par exemple le nom qui est le nom de la propriété ici, et au niveau de la colonne, qu'est-ce que je fais là? Donc alors utilisateur, hop, donc utilisateur, donc alors, hop, donc alors utilisateur. Donc vous avez ici utilisateur, vous avez, je vais prendre un autre exemple. Donc alors, pourquoi il ne switche pas? Oui, ici, utilisateur. Donc là, vous avez par exemple, peu importe option, parce que je cherche en fait une propriété qui n'a pas le même nom que label de frais. Ouais. Ok. Spécialité. Donc nom, description, spécialité. Ok. Donc alors on utilise par défaut le même nom que de la colonne que celui de la propriété. Hop. Donc ça pas de souci. Et donc alors, ici, dans mon interface, je vais sur MIDI-Smart, DB, et je vais voir la classe utilisateur. Je vais cliquer sur structure. Et dans la classe utilisateur, vous avez à un moment donné, non. Donc alors, ce n'est pas le nom de cette colonne que je vais utiliser. Je vais plutôt utiliser hop, un nom qui est ici, pas celui-là. Ça va? Dans une requête GPQL. Hop, voilà. Voilà. Donc c'est un mixte entre la puissance de l'SQL et la puissance du Java, le GPQL. Ok, donc je continue. Je continue. Donc lorsqu'on nous utilisons donc GPQL pour une définition de requête, Spring Data peut gérer le tri sans aucun problème. Oui. Donc alors pour le tri, donc simplement ça va vous permettre de filtrer les requêtes que vous allez récupérer. Il suffit d'ajouter un paramètre de méthode de type sort ici. Et alors tout est implémenté pour vous. Faites simplement ça. Et c'est Spring qui se charge de ça. Bon, voilà. Pour le tri, si vous avez besoin, vous vous documentez, vous l'implémentez. Moi, je reste focus sur donc, les choses les plus importantes et les plus urgentes qui vont nous permettre d'avoir notre interface fonctionnelle et qui vont vous permettre de monter en compétence avec des compétences, comment dire, importantes pour vous dans votre profil en tant que développeur Java Full Stack. Donc alors, ça c'est la première approche, la deuxième plutôt approche, parce que la première, c'est là où tout est pris par Spring Data. La deuxième, c'est le GPQL. La troisième, c'est l'SQL native, tout en sachant que ces approches, c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a d'autres approches. Ça va? Donc alors, SQL native. Eh bien, si à un moment donné, vous êtes bloqué à ce niveau-là, vous passez en fait à SQL native. Donc, nous pouvons également utiliser de l'SQL native pour définir une autre requête. Il suffit de définir la valeur de l'attribut native query sur true, comme vous le voyez ici. Hein. Donc, alors simplement, vous mettez virgule dans cette annotation query. Vous avez deux paramètres, deux attributs. Value, là, vous passez la requête SQL et virgule native SQL, vous le mettez à true. Donc ici, vous allez définir la requête SQL native dans l'attribut value de la notation query. Et bien ça,
on utilise les noms des tables et pas les noms des classes, et les noms des colonnes et pas les noms des attributs. Donc, c'est une flexibilité non négligeable parce que là, vous pouvez vraiment faire un copier-coller. Je vais sur de l'SQL. Je peux taper mon select étoile from utilisateur where. Je vire sur where, j'exécute ma requête. Et vu que ma requête ne génère aucune erreur, ben, je peux faire mon copier-coller. Et je vais sur la donc le repository utilisateur repository. Et je peux implémenter ma requête ici. Bon, celle-là, je ne vais pas l'implémenter parce qu'elle est prise en charge par GPA Repository. Mais je peux créer mes requêtes personnalisées ici, les copier et les coller ici. Ça va? Comme ça, je suis sûr et certain que ma requête ne contient aucune erreur. Parce que le problème ici, c'est que, oui, si je tape par exemple un truc comme celui-là, bien, vous voyez, j'ai un système de débugage poussé. Or, ici, si je me trompe là, je n'ai aucun indice. Parce que le compilateur Java ne sait pas aller scruter ce contenu et dire si c'est correct ou pas. D'accord? Et tu lui mets les cotes inversées dans Eclipse. Les quoi, les? Les cotes inversées, là, les Oui, oui, oui. HGR7. Oui, tu copies-colles exactement ce que tu Ouais, as là. ça passe. Ouais. Ça doit être, ce n'est pas une question ça passe ou pas, tu dois les implémenter. D'accord? Abou, ça va pour toi? Sébastien Abou, Oui, oui, oui. ça va? Ça va. Enfin, là, il y a pas mal d'infos, mais oui, ça va. Je comprends le principe. Ben, je vous le dis en amont, hein. Donc ici avec moi, vous allez avoir un condensé d'informations. Pour ça que je vous invite à se mettre dans un état de apprentissage vraiment approfondi. Et vous organisez votre quotidien autour de cette formation. Vous organisez vos sessions de sport, je ne sais pas moi, de Là c'est contrat. juste les commandes, en fait. Hein. Oui, Je mais vois, on c'est pas sert par de ça, rapport à mais ta après, il faut réponse. juste. Ce n'est pas que par rapport à ta réponse, Sébastien, c'est par rapport à la suite. Parce que là, vraiment, on va aller dans un... Vous voyez? Moi, je suis prêt. J'espère que tout le monde est prêt et que... voilà. Donc, il y aura pas mal d'informations, hein, ça va? Et surtout le sommeil. Je vous donne vraiment l'essentiel, en fait, ici. Le sommeil, c'est très important. Ça ne sert à rien de dormir 2 heures et puis le lendemain, j'explique des choses un peu poussées et vous aurez du mal à suivre parce que vous avez mal dormi. Là, vous mettez le bâton dans la roue. Ça va? J'ai eu un stagiaire, en fait, qui laissait ses enfants chez, je ne sais pas moi, sa belle-mère ou un truc comme ça, pendant la moitié de la formation. Parce qu'elle a bien compris le truc. C'est quoi 3 mois en une vie? Hein? C'est quoi 3 mois? C'est quoi 6 mois en une vie? D'accord? Donc alors, je continue. Je continue. Je continue, donc alors, ici. Donc de l'SQL native. Donc pourquoi j'insiste sur ces slides? Parce qu'en fait, dans un slide, j'essaye de donner un condensé d'informations qui vous rend indépendant dans ce slide. Vous ne devez pas scroller dans un autre slide pour comprendre l'idée que j'essaie de vous transmettre. Ça va? Et le fait de ne pas revenir sur ces slides, vous restez bloqué en fait dans la mise en pratique. Ça va? Or, vous devez revenir sur ces slides. Vous avez pris un effort énorme pour le faire. Donc alors, c'est dommage de ne pas profiter de se sentir en fait à la traîne. Ok, je continue. Donc l'SQL native, on va taper notre requête SQL ici. La seule différence ici, c'est qu'ici, quand vous passez un paramètre, vous allez utiliser le double point ici. Hop. Donc, est-ce que j'ai un exemple dans le code ici? Normalement, oui. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Je tape ma requête et le tour est joué. Vous recyclez votre expérience SQL dans votre code Java. Donc c'est ça le full stack en fait. À un moment donné, vous synthétisez, vous mettez en commun tout ce que vous avez comme acquis et comme compétences pour enfin pouvoir boucler la boucle. Je continue. Donc alors, ici, on peut passer directement le paramètre vers la requête SQL. D'accord? Et pour passer ce paramètre, on peut le faire de cette manière. Donc ici, si vous avez un seul paramètre, vous allez devoir mettre un point d'interrogation 2.
si vous passez un deuxième paramètre, quelque part dans votre requête, vous allez devoir mettre un point d'interrogation 2, point d'interrogation 3, ça va? Et lui, automatiquement, il va mapper les paramètres passés dans un ordre X à la requête dans le même ordre, en mettant 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, vous voyez comment vous permettez cette communication, cette connexion entre ce que vous passez à partir de vos interfaces. Vos interfaces, là, ici. À quoi? À votre requête. Ici. Donc 16. Et alors, à quoi? À ça. À Maxime. Donc alors, moi, j'aimerais récupérer un utilisateur dans ma base de données. Je suis embêté parce que comment, moi, tout ce que je sais faire, en fait, je suis développeur, là, moi. Je développe à ce niveau-là. On est là, hein, maintenant, d'accord? Donc alors, eh bien, j'aimerais afficher les détails de l'utilisateur avec l'identifiant 5. Eh bien, en cliquant sur cette liste d'utilisateurs, bon, en cliquant sur cet utilisateur pour le modifier, eh bien, avec ce clic, je vais envoyer l'identifiant à la couche Spring Data 5. 5, ça va être intercepté à ce niveau-là. Ça va être transmis à Hibernate qui va le communiquer à la base de données via le GDBC. Et comment ça va être transmis de là à là? Eh bien, c'est grâce à ça. Grâce à ce mécanisme de passation de paramètres, de valeurs. OK? OK, tout le monde. Morgane, ça va? Tu vois un peu? Ouais, je vois. Oui. Denis, ça va? Ouais, ça va. Amir, ça va? Oui, Mounir, ça va, merci pour l'explication, ça va. Ouais. Sébastien Tao, ça va pour toi? Je suis. Théo, ça va? Oui, oui, ça va. OK. Donc, je continue. Je pense que ça va pour tout le monde. Vous avez un exemple quoi concret qui marche ici. Donc, alors, vous, ce que vous devez faire, vous avez une petite compétence côté SQL. Vous avez vu qu'on va vraiment faire de l'SQL native avec un exemple simple. Pas simple. Pourquoi? Parce que je suppose que les jointures, vous les avez vues. Si vous ne les avez pas vues, il est temps de les voir. OK? Et donc alors, avec ces ingrédients, vous allez pouvoir faire cet exercice. Okay. Donc alors, le typed query. Bien sûr, ici, vous n'allez pas tout utiliser ici. Hein. Simplement, je vous expose un peu, je vous introduis. Parce que si vous débarquez demain, vous avez un entretien d'embauche et vous débarquez dans une boîte qui n'utilise que GPQL. Non, avec moi, vous n'avez vu que le GPQL et eux, ils utilisent SQL Native. Vous n'allez pas faire les grands yeux. Waouh, on sait utiliser de l'SQL. Vous allez vous faire passer pour vraiment un plouc. Un débutant de chez débutant. Là maintenant, là non, parce que vous savez que vous pouvez utiliser SQL Native. Donc alors, je continue le typed query. En fait, donc le typed query, c'est encore une autre technologie similaire à la query classique, mais permet d'avoir un typage du résultat retourné. Donc alors, pas de caste sauvage. Le typed query, vous voyez l'histoire avec le Java là, quand vous créez un scanner et vous mettez next string, next int, next double à la place de next line. Donc alors, on retourne la valeur dans le bon type. Eh bien, c'est exactement ça. Le typed query, ça s'écrit comme ça. Session.create query. C'est une petite parenthèse ici, hein, ne vous prenez pas la tête avec ça. Sachez que ça existe, ok? Donc, vous tapez de votre GPQL ici, il va vous retourner la valeur dans le bon type. Produit DO, par exemple. Et si vous avez un paramètre 2.id param, le paramètre, vous pouvez l'ajouter par après dans le code, pas forcément dans la structure comme ici. Simplement en faisant appel à cet paramètre sur cet objet. Ça va? Les entités, voilà. Donc alors, ici, soyez un peu open mind, ok? Vous ne vous calez pas sur une technologie ou bien sur une manière de faire. Moi, je vous donne des exemples. C'est en guise d'exemple, ok?
Si demain, vous rebarquez dans une boîte et ils vont vous dire, oui, donc pour cette application, on a tout le temps utilisé de l'HQL depuis une dizaine d'années. Vous n'allez pas leur dire non, moi je n'ai jamais vu de l'HQL dans mes formations, je ne vais pas l'utiliser. Si, ok, on va le faire, je vais le faire. Donc, ils montent en compétence pendant une demi-journée. Vous leur demandez, ben voilà, il faudra une demi-journée ou bien une journée pour voir un peu comment ça marche. Et après, vous commencez à l'utiliser. D'ailleurs, moi, dans cette formation, je n'ai pas de l'HQL. Or, c'est ça ce que j'ai utilisé presque 2 ans au ministère du Travail. Pourquoi? Parce que simplement, je suis ouvert, en fait, à toutes les technologies. Je me sens pas... je ne me résume pas à une technique qui peut être obsolète le lendemain. Exemple choquant, Google ont inventé un langage de programmation, ils l'ont utilisé pendant 2 ans et après ils l'ont jeté à la poubelle. Il y a des langages de programmation jetables, ça existe. Ça va? J'aimerais que TypeScript, ça va aller. le TypeScript, de quoi? Ça va aller. Vous le gardez un petit peu. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était une révolution, TypeScript, parce que simplement, j'ai recyclé mes compétences orientées objets côté client sur le navigateur. TypeScript, c'est pour structurer un peu du JavaScript et pour vous dire en 2013, 2012-2013, j'étais en train de créer mon propre TypeScript avant qu'il existe. Pourquoi? Parce que naturellement, j'ai senti le besoin et je me sentais avec le JavaScript, code spaghetti, vraiment me donner des migraines en fait. Et j'ai structuré mon truc sous forme d'un TypeScript à moi. Et j'ai été très content de voir qu'effectivement, moi, mes projections futures, ben voilà, c'était un besoin commun à la communauté mondiale des développeurs et que ça a été en place par Microsoft, en collaboration avec Google. On aurait dû demander des droits d'auteur, Mounir Script. Et non, j'ai regretté les mois que j'ai passés dans ce truc. Parce que moi, je n'avais pas cet esprit de développer un truc à mettre à disposition aux autres, car je ne suis pas une société. Et tu vois ce que je veux dire? J'étais seul, je développais mon truc. C'était dans le cadre d'une application. Ce n'était pas la finalité, c'était juste en fait un outil que je développais moi en interne. Mais j'ai eu le même cas avec YouTube. Avant l'apparition de YouTube, j'avais créé un truc familial avec des petites vidéos famille, avec un lecteur flash que j'ai programmé moi-même, avec un menu à gauche. J'avais tout le temps cette blague en fait, depuis le temps. Mais pour dire que, que vous n'éloignez pas de ce qui a été validé. Ne sautez pas sur les dernières versions. Restez toujours choisissez toujours les technologies les plus utilisées, car vous trouverez derrière, car vous allez pouvoir faire travailler des développeurs pour vous. Moi, quand je rencontre un problème, je poste la question sur plusieurs forums de discussion et je continue à chercher. Et ce qui se passe souvent, j'ai une notification d'un développeur qui propose une réponse à ma question. Et là, je gagne des jours et des jours de travail. Vous voyez? Voilà. J'espère que le message est passé. Car c'est très important ce que je viens de dire là maintenant. Ok, donc je continue. We will continue with creating a repository tierce. La différence entre tierce, architecture entière et architecture couche. Quand je reviendrai sur ce point à un autre moment. Donc alors, ici, pam, 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 pam. Donc je vais sur l'application donc MediSmart, un petit rafraîchissement. Ils sont partis. Pam, pam, pam. Ouais, donc 19. Alors, à la maquette. Je vous montre quoi, le schéma ou bien la maquette? Donc plutôt le schéma à mon avis.
Je vais rafraîchir un peu. Oui, ok, le schéma. Let's go. Donc alors, ici. Donc alors, j'ai DBC et hop. Spring Boot, Spring Data, Base. Voilà, Spring Data. Ok, je vais les épingler cette fois-ci. Donc je télécharge sur Internet. J'ouvre. J'épingle. Il a du mal. En attendant, là, je ne vais pas attendre bêtement comme ça. Je reviens sur mon slide de tout à l'heure qui est Spring Data, couche repository. Donc ici, voilà, ouvrir, épingler. Je vais le mettre ici. Et sur la suite, voilà. Donc alors ici, donc ici par exemple, vous avez donc, donc la table consultation, celle-là. Et alors dans cette table consultation, on voit que plusieurs consultations peuvent être liées avec un seul patient, doivent être liées avec un seul patient. À partir de la table consultation, j'aimerais récupérer le patient qui a passé cette consultation. Le patient qui a passé cette consultation, une consultation X. Donc pour faire ça, je vais dans ma classe consultation repository. Et alors, dans cette classe consultation, vous voyez que ici, j'ai quoi à un moment donné? J'ai patient, utilisateur. J'ai utilisateur. Hein? Et alors, cet objet utilisateur, il a comme type utilisateur. Et donc, utilisateur, il a à un moment donné un ID. D'accord? Je reviens sur l'emplacement d'avant, c'est Alt flèche vers la gauche. Alt flèche vers la gauche. Et ici, je suis dans le repository utilisateur repository. Donc, oui, je vais l'avoir dans consultation repository ici. Donc ça, c'est consultation tout court. Consultation repository, je ne la vois pas. Donc alors, je ferme tout ce que j'ai ouvert. C'est l'une des deux dernières, je pense. C'est ça, mais je vais tout fermer comme ça. Donc alors, je vais dans ma couche repository, consultation repository. J'aimerais récupérer l'utilisateur qui a passé cette consultation repository. Je vais sur mon schéma. J'ai un trou de mémoire. Et alors, sur mon schéma, j'ai consultation liée à utilisateur. Et j'ai aussi consultation repository, consultation liée à patient. Et ensuite à type paiement. Donc alors, dans consultation, je vous ai mis un exemple ici. Et hop, c'était encore... Voilà, ici. Donc alors, ça c'est un screenshot de Project Explorer d'Eclipse. Toutes les interfaces vont implémenter blablabla, on le sait maintenant. Consultation repository, qui extend GPR repository, là, je peux implémenter cette méthode find by patient ID. Donc alors, find by patient ID, c'est une requête qui va être générée par Spring. Et donc alors, je peux faire ça, pourquoi? Parce que ici, effectivement, j'ai une relation entre consultation et patient. On peut en ajouter plus ou bien c'est juste une seule fois? Si, on peut ajouter tant qu'on veut. Hein. On n'est pas limité à ça. Donc on n'est pas du tout limité. D'ailleurs, voilà, si vous regardez un peu ici, vous allez voir hein, donc un screenshot donc, du code que je partage avec vous qui va vous inspirer pour la mise en pratique dans le cadre de Tact CRM.
Simplement, c'est des screenshots de code avec les différentes autres repositories. Vous voyez ici, consultation, détail consultation, et on va les voir maintenant. Donc, je vais dans consultation repository. Donc, alors, dans consultation repository, j'ai la méthode find all ici. Bien, cette méthode find all, vu que c'est une méthode qui a été définie au niveau de la couche GPR repository, je n'ai pas besoin à la réimplémenter ici. Donc alors moi, ici, je l'ai quand même réimplémenté. Pourquoi? Parce que la définition de base, par défaut, ne me convient pas. Vous voyez? Car moi, en plus, donc alors des consultations, j'aimerais récupérer les détails des patients. Car l'implémentation de base de GPR Repository va simplement me retourner la liste de quoi? Des consultations. Mais jamais les informations des patients qui ont passé cette consultation. Donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais overrider la définition de base. D'accord? Comme on avait fait avec la méthode DBT dans le cadre de BMS. Je override la définition de base. Je vais l'overrider simplement, je vais déclarer une méthode avec le même nom, hein, en passant une native SQL. Native SQL at true. Donc ça, c'est de l'SQL là, Denis, donc tu peux faire ce que tu veux ici. Bien sûr, respecter le besoin client final. Hein? Ici. Ça va? Et donc alors, dans mon native SQL, simplement ce que je fais ici, je vais faire une jointure entre trois tables, donc la table consultation, la table patient et la table utilisateur. Chaque fois avec leur alias. Consultation CS, patient P, utilisateur U. Et à chaque fois, la condition de jointure. La condition de jointure. Une fois que j'ai mis en place l'infra de ma jointure, eh bien, je vais aller piocher ce que moi j'ai besoin dans ma requête ici, find all. Ce find all va être appelé à partir de la couche service. Et à la couche service, on s'attend à avoir quoi? À avoir tous ces champs. Pourquoi? Parce que voilà, on va les afficher sur une interface, par exemple. D'accord? Donc alors, ici, je vais récupérer les détails de la consultation, le nom du patient, et je vais utiliser l'alias patient nom, et le nom de l'utilisateur, et je vais utiliser l'alias utilisateur nom. Voilà. Voilà ce mécanisme d'overriding, d'écrasement. Hein? Ce n'est pas de l'overloading. Surcharge, mais l'override, l'écrasement. J'écrase une définition de base. OK? Vous voyez Denis, tu m'avais dit que Denis, je pense Pierre, il dit que oui, donc on va utiliser Spring Data, il fait tout pour nous, non. Spring a des limitations que la limite ne connaît pas. Et donc alors, on va devoir implémenter nos propres implémentations. Voilà. Donc alors, find by utilisator ID, c'est une méthode, Maxime, qu'on implémente ici, mais pas besoin de définir notre propre requête. Ici, c'est Spring qui va générer une requête SQL. Donc alors, la requête sera select, donc étoile, par exemple, from consultation, where utilisateur ID égale quoi? Égale ID, qui est ici. Ça n'a pas de sens de faire ça et de ne pas passer un paramètre comme celui-là. Il y a une logique dans la construction de vos méthodes. Ça n'a pas de sens. Vous vous attendez à un ID, vous ne le passez même pas, vous aurez une erreur. OK? OK, Pierre, pour toi, OK? Oui. Théo. Théo, ça va OK pour toi ou pas? Bah ouais, c'est ok. OK. Eric, c'est OK pour toi? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Et bien sûr, ici, rien à faire, hein. Il vous manque la pratique. Et maintenant, ce qui est important pour moi, c'est que vous compreniez ce que j'explique maintenant. Le reproduire ce soir, je pense que ça va éventuellement être difficile, mais vous avez déjà suivi une formation, donc vous devez normalement avoir une facilité par rapport à quelqu'un qui voit ça la toute première fois.
facilité de compréhension. Mais au niveau pratique, rien à faire. Au niveau pratique, il faut pratiquer. Pratiquer, pratiquer. C'est dans tous les domaines de la vie. Ok, je continue. Donc alors, ça c'était consultation. Je passe à détail consultation. Je vais d'abord vous montrer le schéma. Vous avez consultation et vous avez quoi? Détail consultation. Détail consultation, encore une fois, c'est une association entre la classe, la table consultation et la table prestation. Il va d'office contenir quoi? Deux identifiants, deux clés étrangères. Consultation ID qui pointe vers la clé primaire de la table consultation et prestation ID qui pointe vers l'identifiant, la clé primaire de la table prestation. Et on profite au passage d'ajouter à cette association des attributs propres. Frais, par exemple. Oui, là, je vais demander à Sylvain. Sylvain, Oui. ici, dans la table, dans la classe prestation, regarde avec moi. Ici, Ouais. on a spécifié une colonne frais. C'est le Ouais. frais, c'est le coût de la prestation ici. OK. Normalement, quand on va référencer prestations ici dans cette association, normalement, avec cette association, on peut récupérer les frais qu'on a ici. On est d'accord? Oui. Mais alors, pourquoi on redéfinit un champ ici frais? Or, on peut le récupérer d'ici. Pourquoi ces duplications et rendent notre base de données obèse? Frais, prestations. Est-ce pourquoi tu le doubles dans la prestation des frais? Ça serait pas par rapport à la consultation? Bah, la consultation de toutes les... donc, en tout cas, donc la consultation, bah, c'est une consultation qui contient une liste de prestations. Donc, moi, la question, c'est, en fait, ici, c'est au niveau de cette manière, cette approche de redéfinir les frais dans une association. Or, on a frais ici. Mais il y a un montant et il y a un intitulé. Enfin, c'est pas le même frais dans chaque table. Non, c'est pas le même frais a priori, parce que d'un côté Ce ne c'est un sont pas les mêmes. double, et là l'autre c'est un varchar. Donc il prend autant de chiffres que de lettres. Bah, ça, c'est une erreur qu'on va devoir corriger. Je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, je vais... Merci, j'avais pas vu ça. C'est une erreur, celle-là. Ah, c'est un double aussi. Oui, parce que les frais, c'est un double. Hein. Ce n'est pas un varchar. Je vais voir dans la base de données ce que cette erreur, effectivement, est... Est-ce que c'est simplement dans le schéma que ça ne va pas, ou bien même dans le codage? Ouais, parce que des frais, en soi, c'est forcément un chiffre. C'est un prix, quoi. Ok, j'invite Pierre à débattre avec Sylvain. Pierre, est-ce que tu vois pourquoi pas on redéfinit, mais on ajoute en fait une colonne ici dans l'association d'état consultation. C'est pas quand on veut récupérer les frais de la consultation. Enfin, au lieu de passer par détail consultation et par prestation, on passe seulement par détail consultation. C'est pas plus court justement pour. Tu dis, est-ce que c'est une redéfinition, c'est ça? Ah, c'est plus court pour Ah, récupérer on ne les peut pas données. passer, c'est ça. Pour l'information à Pour être un peu consultation, c'est plus ça? simple et éviter la jointure, c'est ça? Ouais, ça. Non, ce n'est pas ça. Ouais, parce que c'est un jeu sans fin. C'est parce que consultation, il y a forcément un détail consultation, mais c'est forcément une prestation de ce fait. Répète ton intervention, je n'ai pas bien entendu.
Je disais, ça peut pas être ce que. Alors, c'est Pierre, je crois, qui a parlé. Ouais. Le fait de faire qu'une jonction à la place de deux, puisque dès que tu as une consultation avec un détail de consultation, c'est forcément une prestation. Mais alors, je suis en train de réfléchir en même temps pour ces frais. Pourquoi ils sont doublés? Mais une consultation, c'est pas plus genre le médecin il regarde ce qui va pas et la prestation, c'est genre je sais pas, il doit t'arracher une dent ou un truc comme ça. Oui, donc ici, en fait, tu expliques la nuance entre consultation et prestation, c'est ça? Bah ouais. Enfin, la consultation, c'est tu vas chez le spécialiste, il regarde et il dit il y a ça qui va pas. Et prestation, c'est il te soigne. S'il a besoin, parce que peut-être t'as rien, peut-être t'es juste fatigué. La consultation, c'est un motif, alors que la prestation, c'est ce qui a été fait. Ça, c'est un devis, non? Oui, donc alors pour clore cette question, cette confusion entre consultation et prestation, bah, consultation, j'ai mal aux dents. En fait, la prestation, c'est les différentes prestations qui sont rémunérées l'une après l'autre. Donc alors, il va d'abord, voilà, donc il va m'anesthésier, donc anesthésie, extraction, vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des prestations. Chaque prestation a un prix, vous voyez? Donc ça, c'est pour clarifier une fois pour toutes la différence entre consultation et prestation. C'est comme l'histoire en fait entre commande et détail commande, facture et détail facture, vous voyez? Maintenant, ma question porte sur le champ frais que j'ai ajouté ici et que je vous dis qu'il ne s'agit pas d'un oubli en fait, vous voyez? C'est fait exprès. Zut. Ben, le détail consultation, c'est pour c'est un peu la facture que le client va avoir, et la prestation, c'est plutôt comme la tarification pour l'hôpital en fait. C'est ça. Très bien. Ouais, mais c'est les mêmes aussi. Ben, dans le détail Pas consultation, forcément. tu as la liste de toutes les prestations qui ont été effectuées qui représentent un montant final. Alors que la prestation, dans les prestations, tu as la qu'une liste de prestation. toutes les prestations possibles par les médecins, quoi. C'est Mais ça. dans le détail consultation, tu vas pas forcément toutes les retrouver. Si tu n'as pas coupé la main, il va pas te facturer Ouais, il va pas facturer, c'est une ça. amputation, C'est le quoi. détail. D'un côté, c'est ça, c'est le détail de la prestation. D'un côté, donc c'est une prestation dans détail consultation, et dans prestation, c'est toutes les prestations. Donc s'il y en a 50, Donc tu as 50 prix. un détail consultation peut contenir de 0 à N prestations. Donc Je alors, pense. il y a deux choses ici. Donc la première chose, oui, les prestations, c'est toutes les prestations que ce centre médical assure. OK? Et là, quand on va chez le médecin, ben lui, il va nous facturer ce que lui avait besoin comme prestation pour réussir la consultation. Mais ce n'est pas ça le motif, en fait, donc, du fait d'ajouter frais ici. Le motif principal, c'est ce que disait Morgane. C'est presque, en fait, la réponse. Je parle à l'envers. Donc, c'est ce que disait Morgane. Donc, ici, vous avez, par exemple, anesthésie. L'anesthésie, c'est une prestation qui a un prix catalogue qu'on sauvegarde ici, qu'on stocke ici. Et quand on est face à un patient qui est difficile financièrement et qu'il ne s'en sort pas et qu'on doit lui faire un prix, on ne va pas lui facturer le coût, en fait, le prix catalogue. On va lui facturer, je ne sais pas moi, 10% du montant du coût catalogue, des frais catalogue, ici. Et donc, alors, donc si c'est une prestation, une extraction coûte par exemple 100 euros, bah, le fait de ne pas mettre frais ici, on est obligé de lui facturer 100 euros. Or, ajouter cette colonne ici va nous permettre de encoder les 10 euros qu'on va lui facturer. Mmh. C'est-à-dire que vous avez le prix catalogue et le prix cas par cas. Ah, Ça va? Ouais. Et ça va nous permettre de garder un historique de ce qu'on a facturé, à qui, quand, comment et à quel centre, à des fins d'historique. Celui qui n'a pas compris cette explication lève sa main.
du coup, pour être sûr d'avoir compris, Mounir, Ouais. dans prestation, c'est ce que tu dois facturer en temps normal. Mais admettons, dans les frais de détail de consultation, je sais pas, le patient il est très malade, il va y avoir 8 prestations différentes. Du coup, tu lui fais genre un petit prix, quoi. Un petit prix, mais sur chaque prestation. Parce que là, c'est par prestation le frais ici. Tu vois? Ouais. Effectivement, ouais. Ok, d'accord. Et c'est très important que vous compreniez ça, parce que ça rentre dans le cadre de l'analyse fonctionnelle, là, hein. L'analyse fonctionnelle. J'ai un module complet qui explique, en fait, bah, j'ai le module, en fait, si vous voulez, dans le cadre du cursus Java Full Stack, mais j'ai un module, toute une formation qui explique un peu ces différents aspects. Et donc, alors, c'est très, très important de bien comprendre ces subtilités. Pourquoi? Parce que vous qui allez faire ça, et si ce n'est pas vous qui allez développer la solution, sachez que le développeur va passer 6 mois sur votre analyse. Si votre analyse n'est pas bien faite, bah, c'est des 6 mois perdus. Pas 100%, mais voilà. Il va développer des interfaces et puis après, il va constater cette anomalie et se dire, oui, mais attends, ta conception ne me permet pas. Le client qui va dire ça. Et quoi, moi j'ai des patients où je ne peux pas voilà, facturer le plein tarif. Il va vous dire en plus avec arrogance, vous devez le savoir quand même. Ah, ah oui, vous avez raison, mais je n'y ai pas pensé. Bah oui. Là, il faut vraiment se former, suivre une formation ou bien voir un peu sur Internet, livre, machin, comment le faire. Il n'y a pas que ça c'est une petite subtilité que vous pouvez avoir dans ce... C'est un contexte parmi d'autres. Hein. Mais bon, c'est avec l'expérience qu'à un moment donné, vous allez faire attention à ce genre de choses. Vous, les miens, vous avez oublié, hein, j'ai expliqué ça dans un slide avec l'exemple facture et détail facture et produit. J'ai passé, je pense, 1h30 ou 2 heures avec vous. C'est plus facile dans un site de commerce, je trouve, à le voir. C'est plus facile à voir, ouais. Parce que là, dans le médical, moi, c'est vrai que ça me viendrait pas à l'esprit des remises et des trucs comme ça vient pas trop à l'esprit. Ni dans le vécu. L'essentiel, c'est que vous n'oublierez jamais maintenant, j'espère, parce que c'est quand même un cas courant, hein, ça va? Ok, donc we will continue now. Hop. Donc alors, tac, tac. Ok. Donc alors, qu'est-ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant? Donc ce que je vous montre, c'est ce que vous allez devoir implémenter. Hein, ça va? Juste après. C'est très important que vous compreniez un petit peu avec moi toutes ces subtilités. Donc alors, détail consultation. Consultation repository. Donc détail consultation. Donc ici, donc alors pour pouvoir exécuter l'application devant vous, donc quand on arrive au module qui permet de l'exécuter, ben, j'avais besoin de ces requêtes. Vous allez me dire, oui, mais Mounir, attends, moi je ne sais pas en fait qu'il faudrait donc find by consultation ID, some détail consultation, ça ne me dit rien, c'est du chinois ça. Moi non plus, ça ne me dit rien, mon ami. En fait, ça, c'est juste une réflexion personnelle, c'est une traduction des besoins clients. Bah, je m'attends à avoir 5 000 € par mois en tant que full stack. Bah, il faut vraiment que je fais valoir ces 5 000 que mon employeur va verser sur mon compte. Bah, tant mieux parce que j'aime bien ce que je fais et parce que ça me donne de la valeur et parce que voilà, je ne vais pas, voilà, parce que je vais pouvoir développer une application full custom en fait, donc comme celle-là que je peux revendre une deuxième et troisième fois, comme Sébastien Abou pour sa question, oui. Une fois qu'on a appris comment implémenter le truc, après on peut recycler. Ben oui, c'est ça. La force en fait du développeur, c'est ça. Tu fais l'effort, tu galères pour apprendre une technologie, une manière de faire, tu la revends à l'infini. Hein? Le gain est exponentiel. Donc toi, par exemple, tu peux acheter une maison sans passer par un crédit. Parce que tu vas crever pendant, je ne sais pas moi, quelques années. Et alors, ton gain va être, bouf, exponentiel. Ce que je te raconte, c'est voilà, c'est la réalité, c'est pas du n'importe quoi. Donc alors avoir une interface comme celle-là, ok, je regarde l'interface, tiens, oui. Donc alors dans cette interface, donc il y a quoi donc ça, donc consultation, donc alors dans cette interface, oui, donc le client va avoir alors les dépenses par mois, d'accord, oui. Pourquoi pas ne pas créer une méthode donc find donc by consultation, je ne sais pas moi, some consultation by month. Some consultation by month, c'est juste le nom de la méthode que moi je suis en train de coder là. Je vois l'interface, la maquette,
et je code dans ma tête. Donc, find consultation by month. D'accord, bof, oui. Find consultation by month. Je vais créer une requête qui va récupérer les détails des find consultation by month. Donc, oui, donc somme consultation, pardon, by month. Somme, en fait, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va totaliser sur les dépenses et il va grouper ces dépenses par mois. Hein? Ceux qui ont oublié, en fait, comment fonctionne le groupe by, voilà, vous devez voir 2-3 requêtes et c'est bon, vous allez comprendre le truc. Si vous ne l'avez pas compris, vous me le dites demain matin, je vous explique en 5 minutes, c'est fait. Ok, je code en fait ici, yep. Donc alors, tac, je regarde, find sum consultation by month, je crée ma requête. Peut-être la première version ne répond pas à mon besoin, je l'améliore jusqu'à ce que j'arrive en fait à une version me permettant de récupérer les données. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, celle-là. Les données qui vont me permettre, faites attention, quand le client vous dit ça, ne banalisez pas avec le client parce qu'il a tendance à dire oui, mais c'est facile, écoute, j'ai une application gratuite qui me permet de faire ça. Et alors pourquoi tu fais appel à moi si tu as cette application gratuite? Je peux même t'aider à la configurer et je ne te facture rien. Je sais, il sait au fond de lui que, parce qu'il lui manque le petit truc en fait, et ce petit truc va l'obliger à s'investir dans une application comme celle que je vais développer pour lui. Donc alors lui il banalise et vous lui dites ok, bah ok d'accord, vas-y, allez-y si vous avez besoin de moi, je peux. Et laissez-le, lui il reviendra tout seul. Donc alors, ok, donc j'implémente ma requête. C'est un peu la phase la plus difficile parce que par après, une fois que vous avez compris comment appeler cette méthode à partir de la couche front, bah, ça va comme une lettre à la poste. D'accord? Parce que là, il va vous dire oui, mais vous m'affichez donc l'historique. Ok, je vous affiche l'historique. Mais l'année prochaine, il va vous dire mais attendez, votre système ne fonctionne pas. Mais si je traduis ça en français, donc lui, il veut vous dire que votre application que je vous ai payée ne fonctionne plus. Et je suis très embêté et vous n'êtes pas compétent. Ben vous, si vous êtes quelqu'un d'expérimenté, quand vous allez voir ça, parce que vous avez déjà travaillé 2-3 applications avec le même besoin, vous allez lui dire, monsieur, oui, je vais vous afficher l'historique de vos dépenses, mais alors, votre tableau de bord va être actualisé automatiquement. C'est-à-dire l'année prochaine, vous verrez les dépenses de l'année prochaine. Chose qui est tout à fait normale parce qu'on est tous maintenant habitués avec des tableaux de bord comme ça qui affichent les données de l'année courante. Donc alors, vous, développeurs, maintenant, vous êtes obligés de prendre en compte cet aspect et votre client, il a raison. Donc alors que ce que vous affichez ici, c'est actualisé par rapport à l'année courante. D'accord? C'est ce que je fais moi tout le temps. Donc, un petit exemple concret sur cette application-là. Regardez celle-là, cette application. Ça a l'air simple. Hein? Il y en a qui vont dire, c'est un petit site web en fait à la con. Donc ici, cette application, il va consulter une API chaque quart d'heure. Et qu'est-ce qu'on fait nous? On affiche la date de la mise à jour. Là, on est midi 7. Vous voyez ici, le dernier rafraîchissement. Parce que moi, je suis allé récupérer d'une agence à Londres les dernières cours pour mettre à jour toutes ces valeurs. Vous voyez ici. À Londres via une agence à Paris. Et j'affiche la date de le dernier rafraîchissement. Donc alors quand ce sera midi 15, si vous revenez ici, vous allez voir que midi va être midi 15. Avant, c'était chaque 5 minutes. Donc alors, ça, on peut le paramétrer au niveau de notre application. C'est synchrone, en fait, ici. Mais j'ai une interface, mais je ne vais pas vous montrer ça pour ne pas s'éloigner de l'objectif. J'ai tout un dashboard, en fait, qui me permet de forcer le rafraîchissement, qui me montre le rafraîchissement qui ne s'est pas bien passé, comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite application, en fait, c'est tout un écosystème. Ce n'est pas la petite interface ici, oui, bleu ciel, je ne sais pas quoi, non. C'est une plateforme. C'est pour ça que ça coûte la peau des fesses. Une application. Mais tant mieux pour vous, pour ceux qui veulent vraiment gagner leur vie, vous êtes dans le bon chemin. Mais préparez-vous en fait à
à consacrer du temps et de l'énergie, de la concentration, mais en fin de compte, vous êtes sûr que vous allez être récompensé. Bon, je continue. Je continue vers les autres. Donc, alors, repository. Donc, je vais dans l'adresse repository. Adresse repository. Bam. Vide. Waouh. Je l'ai oublié, en fait. Je ne l'ai pas implémenté. Je ne l'ai pas oublié parce que je n'ai pas besoin de requête personnalisée. Il suffit juste de faire ça. Et tout est implémenté pour moi. Prestation repository. Bam. Vide. Ben oui. Parce que ce qui a été implémenté par moi via Spring me suffit largement. Encore 3 heures de gagné. Spécialité repository. Bam, vide. Encore 3 heures de gagné. Type paiement repository. Bam, vide. Ah ben non, raté. Donc type paiement, non, ça c'est type paiement. Ben oui, c'est pas type paiement repository. Type paiement repository, vide. Bam, 3 heures de gagné. Comme ça, je me focalise sur l'implémentation des règles métiers du client. Je ne commence pas à taper un code que Spring peut faire pour moi. Merci Spring. Passion repository. Bam, il y a des implémentations personnalisées. Parce qu'en plus, de ce qui a été implémenté pour moi, j'ai besoin de ces requêtes. Ces requêtes, je les ai implémentées. Comment tu l'avais trouvé, Mounir? Pas parce que je suis parti du besoin client. Je ne pars pas de la solution pour chercher le problème, je pars du problème pour implémenter la solution. Ça, c'est la tendance d'aujourd'hui. Le count de quoi? De nombre de patients. C'est un besoin qui s'avérait utile pour mon client à ce niveau-là. Donc, le nombre de patients. Donc, total profit, nombre de clients. C'est celui-là, c'est ce chiffre ici. Pour avoir le 1 qui est ici, il faut implémenter cette requête. Mais pourquoi le void ici? Maxime. Le void, c'est une annotation qui a été implémentée à partir de la version 1.5 Java pour dire que le count a été défini quelque part au niveau des interfaces parents. Moi, je l'écrase avec ma propre version. J'utilise un count from patient. Donc, count patient by month, c'est le nombre de patients par mois. Je ne sais pas si... Donc, profit, voilà, dépenses. Revenu, source de dépenses. Voilà, c'est une requête que j'aurais éventuellement besoin quelque part. Je l'ai implémenté ici. Donc, alors, quand une visite patient, hop, quand not une visite patient, hop. Donc, alors, ici, je compte le nombre de patients qu'on a déjà consultés, les nombres de patients qu'on n'a pas encore consultés. Et donc, alors, c'est ici que vous allez devoir personnaliser la requête en fonction de vos propres besoins. Il reste utilisateur repository, celui-là, je pense qu'on l'a vu. Le count, simplement, je compte le nombre d'utilisateurs. Et donc, alors, j'exclus les administrateurs. Donc, alors, en mettant isAdmin différent de 1. Ou bien isAdmin is nul. Donc, si, par exemple, on a des utilisateurs qui ont nul dans leur champ isAdmin, je les exclus aussi. Mais la requête, vous ne l'écrivez pas une seule fois et ça doit fonctionner de premier coup. Vous la testez une première fois, une deuxième fois. Il se peut qu'un bug apparaisse chez le client, vous corrigez ici. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, cette couche repository, c'est un point de contrôle, c'est un checkpoint de tout ce qui est consultation, modification, base de données. C'est ici que vous centralisez toutes vos opérations base de données. D'accord? C'est à ce niveau-là. Donc alors, c'est ça. En gros, la partie repository doit être vraiment en adéquation avec le côté métier, quoi. Donc la partie repository doit être en adéquation avec tout l'aspect métier fonctionnel qui sera défini par le chef de projet qui va parler avec son client, en fait. C'est ça exactement. Ou bien vous, en tant que product owner, dans le cadre d'un développeur Java Full Stack,
Et donc, alors, ça doit se plier, ça doit respecter ce qui a été demandé, donc, alors, au niveau supérieur. Ben, c'est que là, on est quoi? On est le tout en même temps, quoi. On est en fait, je nous forme au chef de projet, en même temps au product owner et puis en même temps au développeur. C'est un tout en un, quoi, en fait. C'est ça, oui. Donc, c'est pour ça que vous avez un condensé d'informations et que vous ne voyez pas le projet d'un seul côté ou vous ne savez pas ce qui se passe dans l'autre côté. Ici, dans mes formations, je fais vivre le stagiaire, en fait, les différents profils. Donc, alors, l'analyste fonctionnel, le DBA, Database Administrator, donc l'architecte, le testeur, le développeur, le chef de projet. Comme ça, vous ne faites pas enrouler, vous voyez un petit peu les tenants et les aboutissants, les devoirs et les avoirs de chaque rôle. Et ça vous donne l'opportunité de travailler en tant que Java Full Stack. Pourquoi pas ne pas lancer votre propre entreprise. Ouais. Et après, vous déléguez par après, mais après avoir maîtrisé tous les aspects. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Vision 360 degrés pour les ambitieux, vous êtes bien tombé. Ça va? Okay. Pour ceux qui veulent prendre cette formation à moitié et que là, ça va être très difficile de vraiment sacrifier. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, ce n'est pas facile, mais c'est très intéressant. Ok, donc alors ici, mais ce que tu dis est vrai, mais seulement du côté interaction base de données. Parce que comme vous allez le voir après, au niveau de la couche service, vous allez voir, là aussi, on va devoir implémenter des règles métiers. D'accord? Donc c'est orienté métier, mais couche service. Orienté métier, couche base de données, ici, repository. Donc pour une petite information, donc sachez que là, vous êtes dans deux mondes. Le monde de la programmation avec Java et le monde de requêtage avec l'SQL comme langage. Donc, ce sont deux langages complètement différents. Et Hibernate, lui, il assure en fait une sorte de conversion via de mapping au niveau des types. Je vous ai mis ce tableau qui vous montre comment Hibernate va faire ce mapping. Donc, alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Vous avez les deux types, le mapping type et puis le Java type. Donc, alors, Java, ce sont les types Java que vous pouvez utiliser dans votre programme Java. Et le mapping type, c'est un peu le nom du mapping. Mais ici, c'est ainsi SQL type. Ça, c'est le type SQL. Type SQL, c'est date, en fait, pour date, time, donc timestamp. Calendar, timestamp. En Java, c'est calendar, mais en SQL, c'est date. Donc, alors, vous avez une liste ici, hein, donc, de différents types. C'est pour info, hein, donc vous n'avez pas à aller chipoter avec ça, mais vous devez savoir que c'est comme ça que ça marche et que les types ne sont pas définis en SQL comme ils sont définis en Java. Parfois, ils ne portent pas le même nom. Donc, si vous implémentez, si vous voulez par exemple avoir un type en SQL date, eh bien, dans votre entité Java, vous spécifiez le type calendar. Comme ça, quand la structure va être générée pour cette colonne, le type sera date. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au type. OK. Donc alors, maintenant, je vais vous montrer comment on manipule les données donc lors du lancement de l'application. Donc alors, moi, je vais voir, bon, je vais laisser celle-là ici. Donc sachez que ce que je vous explique hein, dans la démonstration est expliqué ici. Je prends la peine de bien structurer ça avec des couleurs et tout, parce que j'aimerais vraiment que vous compreniez cet aspect, car une fois que vous l'avez comprise, c'est ça qui va se répéter tout le temps par après. OK? Donc alors, si je vais voir, donc alors ici, et comme je vous expliquais dans le module Spring Boot, quand on a créé une application Hello Spring Boot, je vous expliquais donc l'architecture de ce type de projet et qu'à un moment donné, vous avez un package qui porte le nom du projet avec une classe MediSmart Application, c'est le Single Access Point qui contient la méthode main. Et cette méthode main contient la méthode run, celle-là. Donc alors,
ici, j'aimerais vous expliquer un truc. Là, par rapport à la question de Maxime qui m'avait dit que je vais sur Open Classroom, c'est ça, l'injection de dépendance, mais que voilà, il ne se souvient plus qu'on l'a vu. En fait, l'injection de dépendance à Maxime, ici, Ouais. c'est exprimé en une seule annotation, c'est le auto-wired. Ici, quand tu utilises cette décoration donc pour une classe, eh bien, ta classe, en fait, n'a pas besoin de... attends, je vais switcher vers la branche repository. Conflit. Ouais. Discarte. Voilà. Voilà. Rafraîchir. Donc, je suis revenu sur la version donc, précédente où j'ai cette notion de repository. Parce que j'ai révisé pour vous la partie service et j'ai oublié de revenir sur la version précédente. Voilà. Donc alors, Maxime, cette fois-ci, voilà, c'est de comprendre avec moi le truc. Donc, quand tu décores une classe avec le mot-clé AutoWired, tu n'as plus besoin de faire ça. Ça va? Bon. Tu n'as plus besoin de faire ça. Parce qu'en fait, Spring prend en charge la réservation de l'emplacement mémoire pour moi. Et il auto-déclare, quoi. Donc, c'est une annotation qui te permet de faire l'injection de dépendance entre les bins de ton application. D'accord? Ouais, mais bon. À part la simplification de new, là, l'injection de dépendance, c'est quoi exactement? L'injection de dépendance, si, donc par exemple, si je fais comme ça, donc je l'ai utilisé celle-là. Si par exemple ta méthode main a besoin d'appeler la méthode save sur spécialité repository, quand tu mets le auto-wired, supposons que tu n'as pas le auto-wired ici, et que tu as oublié de faire égal à new, bah, tu vas appeler la méthode save repository. Tu vas appeler la méthode save sur un objet que tu n'as pas instancié, tu vois? Si tu oublies de faire ça. Ouais. Et là, tu vas avoir un null pointer exception parce que tu n'as pas réservé un emplacement. Ton objet n'existe pas, mais tu essaies de l'utiliser quand même. Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Il n'existe pas et tu appelles la méthode save. Donc alors, pour éviter ce null pointer exception et ne pas te tracasser, toi, développeur, avec ça, bah, on a implémenté le auto-wired que tu vois ici. Donc alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient injecter cette dépendance. Pourquoi? Parce que la méthode run, pour son bon fonctionnement, dépendance, tu vois, dépend de l'objet spécialité repository. Et vu qu'elle dépend de cet objet spécialité repository, on l'a injecté grâce à l'aide de la notation AutoWired. On l'a injecté, tu vois, on l'a injecté. C'est-à-dire, le AutoWired, en fait, va l'injecter, il va l'instancier et il va nous permettre de l'utiliser sans se soucier de cette histoire de égal à new. Ouais. En gros, c'est un peu tous les outils que tu vas utiliser et l'injection de dépendance, ça leur permet de communiquer entre eux en fait. Parce qu'en fait, l'injection de dépendance, comme on va voir sur Angular, elle crée une sorte de container, une sorte de contexte. Donc ce container, on va lui injecter alors des classes. Et alors ces classes, elles vont permettre de communiquer entre elles sans se soucier donc, de leur dépendance ni de leur instantiation. Ça va se faire automatiquement pour nous.
Simplement, moi, je déclare mes classes, hein, ici. Je les tag AutoWired et je les utilise en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas besoin de les passer au constructeur de cette classe. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, les associer avec un new machin. Une sorte de container virtuel que nous, on ne voit pas. Et le fait de mettre AutoWired, il va dire que, OK, va ajouter à ce container au niveau applicatif une instance de cette classe. Et alors, même dans une autre classe, pas forcément celle-là, donc alors celui-là est ajouté, je peux l'utiliser en fait, sans me prendre la tête avec est-ce qu'il a été instancié ou pas. Et pourquoi tu écris AutoWired à chaque fois? Tu peux pas l'écrire une fois avec étoile ou un truc comme ça? Bah, l'AutoWired, moi je t'explique un peu le principe ici. Ouais. Il pourrait qu'il y a d'autres écritures. Hein. Peut-être tu le mets une seule fois au niveau de la classe, il va auto-wireder tous les objets ici. Il se peut que, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, moi je t'explique. Non, parce que là tu gagnes juste égal run spécialité repository. Run, new, pardon. Je suis pas avare d'écrire égal new repository. Je veux dire, c'est pas énorme, quoi. Oui, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Donc, dans cette manière Ouais, d'appréhender c'est les choses. ça. Oui, je me doute bien qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des choses en fait qui sont en attente. Ce que j'avais cru vaguement comprendre, c'est que on utilise le résultat d'un autre objet qu'on réinjecte dans notre classe, quoi. Le résultat d'un autre objet. Ouais. C'était compliqué avant, c'était un truc de fac, je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Mais bon, bah c'est ça en fait, malgré que tu as 36 millions de formations en ligne sur YouTube et sur machin, même les formations professionnelles, ça reste intéressant car tu viens avec une question précise et tu la poses voilà, à une personne. Je te dis, la personne, elle faisait 1h05 sur l'auto-wired, enfin c'était pas auto-wired, c'était vraiment l'injection vue en langage Java, quoi. Oui. Elle expliquer avec des interfaces, si on devait changer l'objet, grâce à l'interface, on pouvait, enfin ça n'avait aucune incidence sur le code en lui-même. Bon, j'ai pas tout regardé, hein, j'ai regardé un quart d'heure, j'ai laissé tomber. Oui, parce qu'en fait, ici, la finalité, c'est comprendre que, ici, voilà, Spring me propose un confort de codage. C'est vrai que, voilà, ici, tu ne vas pas mourir si tu fais comme ça. Hein. Voilà, ouais. Tu peux le faire. Maintenant, au niveau de l'injection de dépendance, on aura l'occasion de le revoir dans d'autres contextes. Ici, on gagne cette histoire de container. Le fait de faire ça, tu instancies ton objet ici, localement, hein. Donc alors tu peux l'utiliser donc alors une seule fois pour tout. Par contre, si tu fais comme ça, je te donne juste un exemple et on clôture avec ce point. Donc si par exemple si tu fais comme ça, tu vas instancier ton objet, ok. Ouais. Ce qui va se passer, il va implémenter pour toi le design pattern singleton. C'est-à-dire que si tu appelles spécialité 3 fois, lors de la première fois, il va faire appel à l'objet qui a été instancié grâce à AutoWired. Si un peu plus loin, j'appelle spécialité ici, Ah oui. il ne va pas instancier un deuxième objet. Il va vérifier si l'objet a été initialement instancié, il va le récupérer et l'utiliser. S'il n'a pas été instancié, il va l'instancier la toute première fois lors de la première utilisation. Tu vois? Ouais, c'était ta démonstration que tu avais fait avec le Singleton, ouais. Ouais, c'était compliqué ça. Voilà. Et donc, si tu l'appelles dans une autre classe, il ne va pas instancier, il va voir si une première instanciation a été effectuée, il va recycler donc cette première instanciation, sinon il va la créer la toute première fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a une gestion d'instance pour ne pas instancier un objet 36 000 fois. Or, nous, on a besoin d'une seule instance, tu vois? C'est ce que tu gagnes avec l'injection de dépendance et c'est ce que tu n'as pas avec cette version, tu vois? Vraiment simpliste. Si tu fais comme ça, tu n'as pas cette gestion de... Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas cette gestion d'instance d'unicité, quoi. Singulière, si tu fais comme ça. Tu vois, avec AutoWired, il y a plein de choses qui sont gérées pour toi. Tu vois? Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça que le gars, il essayait d'expliquer dans sa vidéo. Voilà, bah c'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, donc alors, bam.
On va bientôt prendre la pause. Donc ici, tac, 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 tac. Donc Pierre, ça va pour toi cette notion de auto-wired singleton? La spécialité. Ouais. Il n'y a pas, on instancie, il y a pas besoin d'instancier 10 000 fois en fait. Oui, parce qu'en fait, ces spécialités repository, c'est un service qui nous permet donc, de manipuler les spécialités dans la base de données. Si c'était par exemple le compte Pierre, et on a besoin de créer un deuxième compte de, je ne sais pas, de Paul, bah, les propriétés de Paul ne sont pas les mêmes que Pierre. Donc à chaque fois, on doit instancier un nouvel objet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par contre, ici, spécialité repository, c'est un service. Il n'est pas nominatif, il n'est pas propre à Paul. Cet objet peut être utilisé par Paul comme par Pierre. Tu vois ce que je veux dire ici? Ouais, du coup, ouais, on a besoin de le faire qu'une seule fois. Une seule fois, car c'est juste un kit, une boîte à outils. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, tu vois? La boîte à outils, tu n'as pas besoin d'avoir 36 000 boîtes à outils chez toi pour, je ne sais pas, bricoler. Tu as une seule boîte à outils. La clé à molette, tu peux l'utiliser pour réparer, je ne sais pas moi, un radiateur comme pour réparer une porte. Tu ne vas pas avoir une clé à molette pour ton radiateur et l'autre pour ta porte. Ok, ok. Gladys, tu as compris cet exemple de clé à molette? Oui, moi, j'ai compris. D'accord. Ok, donc alors, donc pour cette manipulation-là, donc je vais faire annuler ce qui se passe ici. Donc alors, ne pas enregistrer. Là, je n'ai pas sauvé. Bon, là par exemple, j'ai effectué une modification, je ne sais plus ce que j'ai fait, je joue le jeu. Hein. Supposons que j'ai du mal à retrouver la version de départ. Je ne prends pas la tête, je vais sur Git et j'écrase mes changements. Ça va? Là, je reviens sur la toute dernière version que j'ai récupérée du serveur et hop, qui me dit le contenu a été changé. Est-ce que je te mets le contenu de base? Bah oui. Et voilà, je suis revenu sur un point de départ. Je n'ai plus cette peur de casser le code de tout le monde parce que, vous voyez, j'ai un snapshot. Je peux casser mon code, faire ce que je veux. Voilà, j'efface tout. Voilà, j'ai l'esprit tranquille. Donc, lui n'est pas sensible à mes modifications car simplement je ne les ai pas encore enregistrées. Vous voyez là, l'étoile. Si j'enregistre et hop, le wipe. Le wipe, il va montrer les conneries que j'ai faites maintenant. Voici le avant et voici le après. Discarte, je reviens sur la version de base et hop, je retrouve mon code qui fonctionne. Ok. D'où l'importance de Git Kraken. En tout cas, D'où l'importance de Git, effectivement, d'importance de Git avec un visuel Git Kraken. Voilà. Donc alors ici, j'ai par exemple spécialité repository. Et si je veux faire une petite démonstration, on va terminer la matinée là-dessus. Je vais ajouter une spécialité, mais en passant par la couche repository. Ça va pour vous montrer en action ce que je viens d'expliquer maintenant. Et donc, alors, je vais sauvegarder. Si je vais dans spécialité repository, je n'ai rien. Mais moi, je vais appeler la méthode save que j'ai dans la couche supérieure. En fait, ça a été défini dans une couche supérieure, hein, ici. Ici, vous allez dans CRUD repository. Vous avez le save ici. Vous voyez? J'insiste sur le fait de bien comprendre le schéma que je vous ai donné. Comme ça, vous avez un schéma mental qui vous permet de vous balader dans le code avec une facilité et avoir cette maîtrise. Donc, j'appelle cette méthode
à partir d'une interface supérieure. Même si moi, je n'ai rien ici, eh ben, je sais que la méthode save, elle est là, je peux l'utiliser. Voilà, donc alors, spécialité repository. Et alors, ici, dans la méthode main, je vais commenter cette ligne de code. Je vais décommenter celle-là. Donc alors, je vais instancier un nouvel objet de type spécialité, l'entité spécialité. Je vais d'abord vérifier ma base de données. Je vais dans spécialité, vous allez voir que je n'ai rien. Si j'ai une spécialité ici que je vais supprimer. Je suis bien dans la table spécialité de la base de données MediSmart. Supprimer. Voilà. Je n'ai aucune spécialité. Voilà. Maintenant, voici mon objet. Voici l'alimentation de mon objet. Et voici la méthode save. C'est celle que je vous ai montrée juste là maintenant. Je passe mon objet et ça va être sauvegardé pour moi. Vous voyez? Hop. Nulle part où j'ai tapé mon code SQL. Donc, je sauvegarde. Je vais lancer mon application tout simplement. Comme ça, j'exécute cette méthode donc au moins une fois. Et alors, pour lancer mon application, je vais sur le terminal. Je suis dans Backend MediSmart. Et là, la commande pour lancer mon application, c'est spring-boot. Donc alors, une fois qu'on a ajouté cette spécialité, voilà, je vais voir dans ma base de données, je rafraîchis et ce qu'il faut démontrer. Je viens d'ajouter une spécialité, mais en utilisant Spring Data avec la couche repository. C'est ce que j'ai fait. Le AutoWire à Maxime est expliqué là. La méthode run donc alors est appelée ici grâce à l'implémentation de cette classe. Voilà, vous avez le code ici que vous pouvez tester. Je vous invite à télécharger donc, cette version de MediSmart, donc backend, et qu'à la limite, vous pouvez supprimer la version actuelle que vous avez parce que celle-là comprend ce que vous avez en fait donc déjà. En plus de ça, vous avez la couche repository déjà implémentée pour vous. Vous avez exactement ce que je vous montre là, ici. Repository, il n'y a qu'une ligne en fait, l'interface. Où ça ici? Dans une. Ouais. Dans ce cas-là, oui, mais pas dans les autres, pas dans tous les repositories. Celui-là, il n'y a rien, celui-là, il n'y a rien, celui-là, il n'y a rien, celui-là, il y a quelques implémentations, hein, celui-là et celui-là. Voilà. Donc tout ça, on va l'avoir si on prend ta version. Donc on supprime carrément du workspace et on retélécharge. Vous la renommez si vous voulez, si vous avez mis des notes ou quoi que ce soit, on n'est pas obligé de supprimer. Ouais. Ça va?